Bonjour, dans cette dernière partie de notre chapitre 3, on va examiner un chercheur en communication qui est un peu particulier, qui s'appelle Erving Goffman. Erving Goffman est un Canadien né en 1922 qui étudie la sociologie, d'abord au Canada et puis aux États-Unis. Il obtient un doctorat en présentant une thèse sur les habitants des îles Shetland. Les îles Shetland, ce sont des îles qui sont au nord, à peu près 100-150 km au nord de la Grande-Bretagne. Des îles qui sont très très isolées, avec des habitants qui ont des modes de vie un peu particuliers. Donc il décide d'aller étudier ça. Et dans sa thèse de doctorat, on a déjà en germe tout ce qui va faire l'originalité de sa pensée. Effectivement, Erving Goffman va là-bas comme anthropologue, comme sociologue, et il va pas vraiment étudier les peuples d'une manière traditionnelle. Ce qu'on fait quand on étudie les peuplades un peu exotiques, que ce soit en Afrique, en Océanie ou dans des îles Shetland, bah, c'est étudier la structure des sociétés, donc les hiérarchies, les rapports de force, ce qu'il faut faire pour se faire bien voir, etc., etc. Lui, il va pas du tout faire ça. Il va étudier les relations de la vie quotidienne entre les gens. Et donc, bah, les conversations dans les cafés, la manière dont les gens interagissent entre eux au quotidien. Et c'est assez particulier parce qu'à travers ça, il dresse un portrait de la société des îles Shetland qui est tout à fait à la fois vif, à la fois proche des gens, et en même temps en filigrane. À travers ça, on distingue la structure de la société qui est esquissée à travers les relations des gens entre eux. Alors, il soutient sa thèse en 1953, et puis il va travailler comme chercheur et publier en 1961 un livre qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Asile, où il va utiliser une méthode qui est d'habitude utilisée par les anthropologues dans les milieux exotiques, particulièrement donc en Afrique et en Océanie, hein. On va étudier une tribu et on va faire de l'observation participante. C'est quoi l'observation participante? Ben, c'est se faire accepter à l'intérieur de la tribu comme si on était un membre de la tribu, et décrire de l'intérieur, en quelque sorte, ce qui se passe dans cette société qu'on observe de l'intérieur. Dans Asile, il fait ça dans un hôpital psychiatrique. Alors, c'est étonnant parce qu'il va se faire enfermer dans cet hôpital psychiatrique. Il y a quelques personnes qui sont au courant qu'il n'est pas fou. Bah, c'est le directeur de l'hôpital psychiatrique, plus quelques personnes de référence à l'université, hein, au cas où, vous savez, il y a des films là-dessus. On se retrouve enfermé parce que plus personne ne sait que vous n'étiez en fait pas fou, mais que vous étiez là pour faire un travail. Et quand vous le dites aux infirmiers, non, non, mais en fait, je suis chercheur, oui, oui, c'est ça, monsieur, tenez, prenez votre cachet. Bon, c'est toujours un peu délicat. Et donc, il va décrire la vie dans un hôpital psychiatrique et la manière dont l'identité des malades, l'identité propre des malades, va se transformer à l'intérieur d'une institution qu'il décrit un peu comme une institution complètement totalitaire, comme une prison, comme un lieu où on est totalement privé de sa liberté au nom de la liberté thérapeutique des médecins. C'est très, c'est très, très, très marquant en fait comme étude parce que ça remet complètement en cause. Enfin, ça va dans la veine des films d'horreur où l'asile psychiatrique est toujours l'endroit où il se passe des milliards de choses, et où les gens sont maltraités, etc. Bah, en fait, cette vision-là, elle est un peu entretenue par l'étude de Goffman. C'est assez saisissant. Et donc, il va continuer à utiliser ce genre de méthode de manière encore plus spectaculaire en 1953 avec un livre qui s'appelle Stigmate, qui est passionnant, complètement perturbant, qui aborde le thème du handicap. Et donc, en effet, Goffman s'est forcé pendant 6 mois, pendant un an, je ne sais plus exactement la durée, à vivre dans une chaise roulante, dans une ville qui n'était pas la sienne, où les gens ne le connaissaient pas, et a décrit, bah, là encore, de l'intérieur, la prison que le handicap peut être, le regard des autres qui se pose sur la personne handicapée. Voilà. C'est vraiment tout à fait étonnant. Ce sont des études qui sont très novatrices et en même temps qui sont très marquantes par rapport au- au modèle scientifique en vigueur à l'époque. Euh, Sa méthode, en fait,
On y retrouve plusieurs choses. D'abord, une démarche qualitative, pas une démarche quantitative. La sociologie, vous savez, ce sont souvent des enquêtes, des statistiques, etc. Goffman ne fait pas ça. Goffman, il fait de l'approche qualitative, c'est-à-dire qu'il ne va pas chercher à quantifier les choses qu'il étudie, qu'il voit, mais qu'il va les décrire dans la plus grande précision possible, de manière à donner le ressenti de la personne dans la situation où elle se trouve. Son principal apport théorique dans ce sens-là, ça va être un approfondissement de ce qu'on appelle la notion d'interaction. Les interactions, c'est quoi? Ben, c'est dès que un être humain se trouve avec un être humain ou en groupe, et qu'il y a des phénomènes de communication, au sens large, comme dirait Paul Václavic, qui se passent à l'intérieur du groupe. Et c'est l'axe central, cette notion d'interaction, de son ouvrage le plus connu, son ouvrage, son chef-d'œuvre en quelque sorte, qui s'appelle La mise en scène de la vie quotidienne. Alors la mise en scène de la vie quotidienne, deux tomes parus en 1972 et 73, je pense, quelque chose comme ça. Paru aux éditions de Minuit, vous avez les couvertures à l'écran. Donc deux tomes, la présentation de soi, les relations en public, et il va développer là-dedans euh, l'idée de la métaphore théâtrale de la communication. Je vais y revenir dans un instant, mais l'idée c'est que nous ne soyons pas, dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, nous ne sommes jamais qu'un acteur d'une situation et il n'y a pas de situation dans laquelle nous sommes nous-mêmes. La notion de nous-mêmes n'existe pas. Notre moi n'est jamais qu'une projection de notre personnalité sur l'interaction sociale à laquelle nous participons. En 1974, il va continuer à publier. Il publiera Les cadres de l'expérience, où il va étudier différents registres de communication interpersonnelle en intégrant des apports du langage corporel, donc de la kinésique de Birdwhistell, etc. Malheureusement, Erving Goffman, savant scientifique novateur et à la vision particulièrement originale, nous a quittés en 1982. Il est mort à 60 ans du cancer. Sinon, on peut imaginer que son œuvre aurait largement continué. L'importance d'Erving Goffman dans le champ de la psychologie sociale, de la sociologie et de l'anthropologie, elle est immense. Il est encore aujourd'hui un peu sous-estimé, un peu mal connu, et pourtant, euh, l'idée d'utiliser l'observation participante, c'est-à-dire d'introduire un élément étranger dans un système étudié, mais en faisant en sorte d'appartenir à ce système, c'est tout à fait novateur quand il s'agit d'objets d'études qui sont proches de nous. Personne ne l'avait fait avant lui et peu de gens l'ont fait après lui. Par ailleurs, sa démarche intuitive, donc sa démarche, je disais tout à l'heure, qualitative, le fait de ne pas chercher à quantifier, mais bien à décrire dans la plus grande des finesses, bah, ça va dans le sens de ce que nous avons vu précédemment à ce cours, donc l'idée de démarche systémique, l'idée de démarche intuitive. Donc, certains partisans des sciences dures lancent toujours des pics aux sciences humaines en disant que oui, mais les sciences humaines, on ne sait rien faire, il n'y a pas de loi, rien n'est prédictible, ça ne sert à rien, etc., etc. Et en fait, Goffman va démontrer que l'observation et la répétition étant par définition impossibles en sciences humaines, et en particulier dans les sciences sociales, en sociologie, en anthropologie, eh bien, le, la démarche intuitive, la démarche inductive va donc pleinement s'y justifier et va avoir des utilités dans la description. Il assume par ailleurs entièrement le fait que quand on travaille avec une méthode intuitive, ben, on n'a forcément pas de règles scientifiques déductives qui permettent d'être prédictifs dans certaines situations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir des règles sociales dont on est certain que les gens les suivront à 100%. Mais ce n'est par définition pas possible. Mais lui, sa démarche intuitive et sa démarche participative va lui permettre d'envisager des trucs qu'on ne pourrait pas envisager avec une démarche scientifique classique. Alors, c'est c'est un champ d'étude qu'on appelle généralement la communication sociale, une partie de la sociopsychologie. Mais Erving Goffman va aller plus loin que la communication sociale au sens propre. Il va faire vraiment de l'ethnologie, de l'anthropologie. Et il veut écrire, c'est son ambition, une espèce de grammaire de la vie quotidienne. Goffman, c'est le sociologue de la vie quotidienne. C'est le sociologue qui va nous interroger dans ce que nous sommes et qui ne pose plus question pour nous parce que
les petites choses que nous faisons chaque jour pour être nous-mêmes en société, forcément, on n'y pense plus. C'est ça la mise en scène de la vie quotidienne, c'est la manière dont nous nous trouvons dans la vie quotidienne. Alors ce qui l'intéresse, c'est de démonter tous les petits mécanismes à une échelle vraiment microscopique qui vont s'intégrer dans ce qu'on appelle alors l'orchestre de la communication. Donc Goffman a une démarche qui est un petit peu transversale par rapport à tous les autres chercheurs que nous avons vus aujourd'hui et en même temps une démarche qui va étudier les fondations vraiment de notre vie en société. Et les fondations, c'est quoi? Eh bien, au premier niveau, ce sont les rituels d'interaction et les rituels de politesse particulièrement. Euh, les rites de politesse, ce sont tous ces petits gestes, tous ces petits mots que nous faisons chaque jour et qui font que nous conservons notre dignité en quelque sorte, qu'on ne perd pas la face et que on est un être humain qui semble intégré dans la société dans laquelle nous sommes. Voilà. Ces rites de politesse ne sont qu'une des manifestations de ce qu'on appelle l'obligation d'engagement. L'obligation d'engagement, c'est quoi? Eh bien, c'est euh, le fait que lorsque nous nous trouvons en société, nous, par défaut, par définition, nous sommes censés participer à la vie du groupe social dans lequel nous nous trouvons. C'est ça l'obligation d'engagement. On ne peut pas, quand on est en société, faire semblant qu'on est tout seul. Ça ne fonctionne pas. Alors, l'obligation d'engagement, il y a un exemple que je donne très souvent qui est un exemple familial. C'est mon papa qui pratique ça. Mon papa aime beaucoup raconter des histoires. Et quand il raconte une histoire, il aime bien qu'on le relance. Et vous avez certainement dans vos amis des gens qui font ça. Il aime bien qu'on le relance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, à brûle-pourpoint, comme ça, il va lancer, «Ah! C'est quand même terrible!» et puis un silence. Et le «c'est quand même terrible», forcément, ça ne contient pas d'informations, donc la réaction qui est attendue des personnes qui sont en présence de mon papa, donc généralement moi, c'est, «Ah oui? Quoi donc?» Vous voyez? Donc il le on voit clair dans son jeu, c'est clair que c'est transparent comme de l'eau de roche, il veut qu'on le relance pour pouvoir débuter une interaction. Il n'a pas envie de commencer de manière classique en disant: «Ah, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour? Ah, eh bien, voilà ce qui s'est passé». Non, il veut ici jouer sur l'obligation d'engagement, puisque à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose qu'on ne comprend pas, nous avons l'obligation de demander ce qui se passe, et nous ne pouvons pas, socialement, faire comme s'il ne se passait rien. C'est impossible. Voilà. Ça, c'est l'obligation d'engagement. Et ce qui va de pair avec l'obligation d'engagement, c'est l'obligation de sauver la face. Sauver la face, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes, pour conserver notre dignité, notre quant à soi en public, nous faisons en sorte que les autres ne perdent pas la face, ne perdent pas la mise en scène qu'ils ont mise en place. Sinon, ça nous met mal à l'aise. La preuve, des gars qui nous font beaucoup rire sont les gens qui tombent, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tombe? Quelqu'un perd la face. Il, il- il sort de son rôle parce qu'il arrive quelque chose d'imprévu qui éventuellement lui provoque un dommage, et nous, on rit. Et le rire, c'est quoi pour un être humain? Le rire, c'est toujours un réflexe de défense par rapport à une situation inconfortable. La personne qui tombe, on nous met dans un état d'inconfort parce que, et si c'était moi? Et si c'était moi, je serais bien embêté parce que j'aurais perdu la face, je suis tombé devant tout le monde et ça ne va pas du tout. Donc, je suis mal à l'aise parce que cette personne est tombée, donc je ris pour montrer que cette situation est un peu exceptionnelle et que voilà, je m'en distancie. Toutes ces petites choses, tous ces petits rituels d'interaction, donc, constituent une véritable mise en scène qui va accompagner chacune de nos actions dans la vie et qui va faire que nous devons jouer cette espèce de comédie, sinon les autres vont être mal à l'aise parce qu'ils la jouent et qu'on ne comprendrait pas que quelqu'un sorte du système qui s'auto-entretient à l'intérieur d'une société. La valeur sociale des choses que nous faisons est toujours plus importante que la valeur performative. La valeur sociale, c'est quoi? C'est le fait que j'ai fait ça fait que je participe au groupe social dans lequel je me trouve. Alors que la valeur performative, c'est je fais ça, ça a une valeur. Je dis quelque chose, j'apporte un élément d'information à la conversation. Eh bien, pas toujours. Pas toujours, parce que la manière dont nous le disons, les gestes que nous faisons, les petits rituels, comment est-ce qu'on dit bonjour à quelqu'un dans la rue?
est-ce qu'on serre la main? Est-ce qu'on donne la bise? Est-ce que voilà, quand les étudiants rentrent en classe, il y en a qui me disent bonjour parce que je suis à mon estrade et les gens passent devant et me disent bonjour. Il ne me viendrait pas à l'idée d'un étudiant de venir me serrer la main ou me faire la bise. Les profs qui me croisent dans les couloirs, mais il y en a certains qui vont me dire bonjour, certains qui vont me serrer la main, il y en a d'autres qui vont me faire la bise. Quand est-ce qu'on sait la bonne manière, la manière adéquate de dire bonjour à quelqu'un? Ben, en fait, on le sait. On le sait toujours. La preuve, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose qui semble déplacé, à nouveau, on va rire, le rire étant, encore une fois, je le répète, la manière dont nous nous défendons par rapport à une situation qui nous semble pas normale et qui nous agresse quelque part. Voilà. Je vous montre un petit film d'un monsieur qui est un Anglais qui vit à Paris, qui s'appelle Paul Taylor, et le petit film s'appelle La bise. C'est une bonne illustration de ce que je viens de vous dire. Hi, my name's Paul. I live in France, and one of the things that annoys me the most about living here is la bise, the French way to say hello. For example, if I meet a girl that I've never met before, I don't know what to do. Do I shake her hand? Do I give her one kiss? Do I give her 2 kisses? Do I give her 3 kisses? Do I give her 4 kisses? Do I give her 5 kisses? How many fucking kisses should I be giving you? Yeah, exactly. Get out of here. It's so complicated, they've had to create a website. The website's called combiendebise.com. It's a French website where people have voted for their regions of France, how many kisses they think they should give, and also which side of the face they should be starting on. Oh, hello, my name is François, I'm from Paris. 2 kisses from the left. Hello, my name is Franck. I'm from the north and I like to add the tongue. Bonsoir. Hello, my name is Pierre. I'm from the south. We do 3 kisses from the right. Idiots. For girls, it's okay, because they just give everyone kisses. But it's not my choice. But for guys, it's different, because we kiss the girls, but sometimes we also have to kiss the guys. Ça va, Robert? Before moving to Paris, my face had never touched another man's face. So imagine my reaction when my friend Robert tried to say hello to me one day. Hey Paul, on fait un bise? Hein? Give me a kiss. Get out of here. What's that noise anyway? Like you're sucking a small dick. But you've got to do the noise, because otherwise you sound like an idiot if you just go. But by far, the worst thing about la bise is when you go out for drinks with your friends. Before you can actually drink a drink, you have to say hello to all of them individually. Ah, salut, tu vas bien? 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 Whoa, wait, this dickhead's decided to wear glasses, which means I now need to take my glasses off in order to say hello. Salut. Ça va bien? And it doesn't stop there, because if somebody new arrives at the party, you've got to stop everything you're doing to once again do la bise. Bonsoir tout le monde! Oh, hi. Mwah, mwah. And it still doesn't stop there, because if it's your birthday and you've invited people, they're going to bring you presents. Oh, thank you. They brought you presents, and you've got to open all of these presents. You've got to open the presents, and then once you've opened all of the presents, you then have to do it all over again. Ah, merci pour les cadeaux, c'était génial. Ah, merci pour les cadeaux, fantastique. Ah, merci pour les cadeaux, génial. Moi, merci pour les cadeaux, super. And it still doesn't stop there, because if at some stage you want to leave the bar, you've got to start all over again. Ah, merci d'être venu, c'était génial. À la prochaine, super. Moi, à la prochaine, génial. Merci, moi, à la prochaine. Super, merci, moi, à la prochaine. So you've only got about 17 seconds to drink a fucking beer in this place. But I've found a solution that I think can help us out. All you have to do is pretend that you're sick. Hi everyone, how's it going? Oh, I'm quite sick right now, so fuck you. I'm going to enjoy my beer like a normal human being. Paul, we're in France, and you have to wait before you drink. Ah, he's right. Because I forgot, you have to then say cheers to everyone individually before you can drink your own fucking drink. Oh, bah, santé à la tienne, 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 santé à la tienne. Hey, you! Hey, come over here. The eyes. Look at me in the fucking eyes, otherwise you get bad sex for 7 years. What's wrong, honey? Is it me? No, it's the eyes. I didn't look him in the eyes. I'll wait for you. Why are you looking at the camera?
Voilà, on se rend pas compte de la tyrannie que cette manie de faire des bisous, exerce sur nous, mais c'est effectivement une mise en scène au sens théâtral du terme. Pourquoi? Parce que dans toute rencontre, dans toute interaction entre êtres humains, chaque partie, chaque acteur cherche à se mettre en valeur ou tout du moins à ne pas perdre la face. Pour ne pas perdre la face, il faut faire comme tout le monde, socialement, perdre la face, hein, s'entend. Et donc, il y a une espèce d'accord de surface, un accord qui n'est pas dit, mais pourtant qui est là, que nous connaissons tous. Goffman, lui, va parler de ce qu'on appelle des règles cérémonielles. Et les valeurs sociales des règles cérémonielles sont très importantes. La valeur performative, c'est de ça que Paul Taylor se moque dans son film, hein, la valeur performative de faire la bise à tout le monde. Voilà, c'est même pas une bise, on fait une espèce de drôle de bruit avec la bouche, on se touche le visage, c'est assez étrange finalement quand on y réfléchit. Mais la valeur sociale est importante. Pourquoi? Parce que euh, chaque, euh, chaque interaction de cette sorte-là, donc du style qui est voulu par le groupe social, renforce l'appartenance de chacun des éléments au groupe social. Et l'appartenance, c'est très important pour nous les êtres humains. Nous sommes des êtres sociaux et donc ces petites interactions vont participer du fait que nous sommes des êtres sociaux. Voilà. Ça reste toujours à un niveau micro-interactionnel, donc des toutes petites choses qu'on fait au cours de nos interactions, des petites règles implicites, des gestes, de la communication non verbale, etc. Mais ça va participer à l'invention de notre personnage de théâtre et à ce que Václavic appelait l'invention de la réalité. Goffman a une phrase qui est intéressante dans le tome 1 de la mise en scène de la vie quotidienne. Il dit: en tant que foyer principal d'attention, la conversation a un caractère unique, car elle crée pour celui qui y prend part un monde et une réalité où d'autres participent également. La conversation a la valeur de créer une réalité sociale à laquelle nous nous identifions et et qui participe à créer notre identité en tant que membre d'un groupe social. C'est très très important. Toutes ces petites choses qui n'ont finalement aucune importance réelle revêtent en réalité une très grande importance sociale. Et donc Goffman va rejoindre Václavic aussi sur l'importance de la communication, puisque la communication a donc un rôle matriciel, un rôle structurant sur toute l'activité humaine, puisque notre activité, elle est basée sur ces petites choses-là. Alors concrètement, au-delà du niveau micro-interactionnel, nous construisons donc un personnage de théâtre, qui a une personnalité très importante parce qu'elle est projetée vers les autres, et cette métaphore théâtrale, elle s'applique à plein de choses. D'abord, nous ne jouons pas qu'un personnage. Quand moi, en tant que prof, je suis devant une classe, je joue le personnage du prof. Ce n'est pas le même personnage que quand je suis à la maison tout seul, ou quand je suis à la maison avec mon fils, ou dans ma famille. C'est pas le même personnage que celui que je joue lorsque je sors et que je vais boire un verre avec des amis. Et vous savez bien, tous, en tant qu'étudiants, que on est différent quand on est dans d'autres situations. Il y a même des situations où on joue à mettre en scène cette mise en scène. Je pense par exemple au guindaille et au baptême étudiant, où on joue sur ça, sur la notion d'appartenance à un groupe, et le fait de travestir ses intentions, de jouer un rôle artificiel, et de le mettre en évidence pour bien montrer le décalage qu'il y a entre la vraie personnalité et le monde réel des études et de la guindaille. C'est un des exemples, mais il y en a plein d'autres évidemment. Et comme un acteur de théâtre, eh bien, nous avons besoin de moments pour répéter. Donc Goffman va même décrire la différence entre ce qu'il appelle les régions antérieures. Les régions antérieures, c'est celles où nous sommes en avant, où nous montrons notre personnage au public, donc un équivalent de la scène du théâtre, et des régions postérieures, les coulisses, là où on se prépare, on se maquille, on répète son texte, etc. Alors, ça parlera sûrement à certains d'entre vous qui écoutez ce podcast. Les régions postérieures, c'est par exemple, vous allez vous préparer à partir pour une soirée, et vous allez passer beaucoup de temps à choisir vos vêtements, peut-être à vous regarder dans le miroir, peut-être si vous avez rendez-vous avec un garçon ou avec une fille, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez faire, comment je veux dire, salut? Non, non, salut, c'est pas... euh, bonjour, tu vas bien? Non, non, c'est beaucoup trop formel. Comment je veux dire? Ah, je sais, je vais l'embrasser. Voilà. On se met en scène, on s'imagine, on se projette,
On est dans une région postérieure. Si à ce moment-là, les parents rentrent dans la chambre ou dans la salle de bain, c'est la catastrophe, évidemment, parce qu'on est découvert à nu en train de préparer son personnage. Donc ça ne va pas du tout. Et donc, les régions postérieures, c'est tous les moments d'intimité où on va se préparer à jouer un rôle, quel qu'il soit, dans une région antérieure, qui est la métaphore de la scène. Moi, quand j'ai donné mon premier cours de communication, il y a une bonne vingtaine d'années maintenant, ben, la veille au soir, j'ai pris le cours que j'avais préparé, je me suis mis devant mon miroir, je me suis habillé de la même manière que j'allais m'habiller le lendemain pour donner cours, et j'ai répété mon cours tout seul devant mon miroir. Voilà, j'avais l'air un petit peu idiot, mais je voulais voir ce que ça donnait, je voulais me préparer, je voulais répéter, voilà. Cette métaphore théâtrale, elle permet de réévaluer toute présentation de soi en public, parce qu'une performance théâtrale, ça a des enjeux performatifs, mais qui ne sont pas ceux du fond de la communication. C'est des enjeux performatifs au niveau de ce que nous présentons, et des enjeux sociaux, puisqu'encore une fois, comme au niveau au micro-interactionnel, tous les respects des petites règles non dites prouvent que nous appartenons à un groupe social, ben, le personnage que nous construisons à travers tout cela appartient lui-même à un groupe social et donc on peut catégoriser les actes et les rôles que chacun s'invente, les degrés de participation plus ou moins importants, plus ou moins de présence, plus ou moins d'absence, etc. Donc et l'importance sociale du rôle que nous jouons dans un groupe social. Voilà. Alors, la base de la méthode Goffman, je vous l'ai dit, c'est l'observation participante, hein. Euh, c'est une méthode qui est très peu utilisée dans l'anthropologie contemporaine, puisque ça présuppose le fait d'être étranger à un groupe social. L'observation participante, ça ne fonctionne que si on est étranger au groupe auquel on veut appartenir, puisque quand on appartient à un groupe social, on ne se pose pas la question d'appartenir au groupe social. On y est, on y est. Toutes ces petites règles qui décrivent une culture, finalement, on n'y fait plus attention. D'ailleurs, sinon, ce serait assez invivable. Donc l'observation participante se fait généralement avec des chercheurs, par exemple, occidentaux, qui vont étudier une peuplade africaine ou une peuplade océanienne, qui est complètement éloignée de leur culture, et donc ils vont faire ce qu'il faut pour appartenir à cette culture, tout en conservant un pied en dehors. Ça se fait généralement en segmentant le temps, c'est-à-dire la journée, on participe à la vie du village ou de la tribu, etc. Et puis le soir, on se retrouve seul chez soi, et là, on a un moment en retrait où on peut faire le point sur tout ce qu'on a vécu, prendre du recul et décrire tout ce qu'on a vécu. Donc généralement, ça se fait comme ça. Et ce qui est dérangeant chez Goffman, c'est de voir cette méthode appliquée à nous-mêmes, comme si nous étions étudiés par un chercheur qui n'est pas humain, qui n'est pas occidental. C'est très enthousiasmant et à la fois c'est très dérangeant parce que ça nous ouvre des perspectives qui sont immenses et qui sont inconfortables par rapport à ce qu'elles représentent pour nous. Voilà. C'est aussi pour ça que Goffman a été marginalisé par rapport aux autres sociologues. C'est aussi pour ça qu'il a eu mauvaise presse pendant longtemps. En gros, il a fallu attendre les années 70 et 80 en France et puis en Belgique et puis ailleurs dans le monde pour qu'il soit réhabilité comme une figure importante de l'étude des sciences humaines et des sciences sociales. Alors, toutes ces théories, celles de Goffman et les autres, vont largement évoluer à partir des années 80, des années 90. Euh, le Emery, Bateson, Goffman et Václavic surtout vont mettre en avant particulièrement l'ancrage thérapeutique, ou tout du moins les références à la pathologie. Et petit à petit, le modèle de ce qu'on a appelé dans les années 80-90 la nouvelle communication, tout cela va évoluer vers ce qu'on va appeler les théories de deuxième génération, qu'on appelle l'invention de la réalité. L'invention de la réalité, donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé quand on a parlé de Václavic. Euh, le postulat de départ, c'est que nous ne connaissons la réalité que à travers nos sens. Vous voyez bien le lien avec Goffman, hein, puisque Goffman nous dit on ne vit, nous ne sommes visibles par rapport aux autres et dans le groupe social que à travers le ou les personnages que nous nous construisons et que nous jouons dans l'interaction. Donc il s'agit bien d'une construction. La réalité est une construction. La réalité n'existe que par ce que nous en voyons et ce que nous construisons dans notre esprit, notre représentation, c'est le terme exact en psychologie. Il n'y a pas donc d'approche objective sur la réalité en sciences humaines.
si tant est qu'il existe effectivement même une réalité en dehors de ce que nous pensons. Dans ces théories de deuxième génération, l'ancrage thérapeutique va un petit peu disparaître, hein. Il reste que aujourd'hui, on utilise toujours les théories comme celle de Václavic, de Bateson, de Milton Erickson pour faire ce qu'on appelle des thérapies brèves. Alors les thérapies brèves doivent leur nom à l'opposition avec la psychanalyse, hein, la thérapie psychanalytique de Freud et de Lacan, hein, au XIXe siècle, qui étaient les premiers à s'intéresser à la psyché, donc à la manière dont l'esprit humain fonctionnait. Vous savez que la psychanalyse, bah, il y a le cliché de la psychanalyse, hein. Vous allez chez un psy pendant des dizaines d'années, vous lui racontez votre vie, il dit pas grand-chose et il vous amène par des petites questions subtiles à vous poser les bonnes questions à vous-même qui font qu'en gros, vous allez vous guérir vous-même. Et c'est une démarche qui est très très longue et qui est toujours une démarche qui est globale. On ne va pas chez un psy pour résoudre un problème particulier, on va chez un psy pour se guérir d'une manière générale de tout ce qui ne fonctionne pas bien dans notre cerveau. Alors, les thérapies brèves, c'est l'inverse de ça. Quand on consulte un psychothérapeute qui fait de la thérapie brève, on se fixe un objectif. Et cet objectif, le thérapeute a la charge de trouver le moyen pour l'atteindre le plus rapidement possible. Et on parle là en semaines ou en mois et pas du tout en années. La thérapie brève de Milton Erickson, par exemple. Milton Erickson utilisait l'hypnose thérapeutique et un usage très célèbre de l'hypnose ericksonienne, par exemple, c'est dans le cadre des thérapies anti-tabac. On peut utiliser l'hypnose pour convaincre le sujet que fumer est mauvais pour sa santé et qu'il peut arrêter de fumer. Voilà. Alors je ne vais certainement pas commencer à vous expliquer comment on fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça, je ne peux pas l'expliquer en 2 mots, mais néanmoins c'est une technique qui fonctionne pas avec tout le monde, qui fonctionne avec certaines personnes, mais on peut utiliser l'hypnose, par exemple, pour arrêter de fumer. Ça fonctionne. Voilà. L'ancrage thérapeutique, donc, va disparaître dans les théories de deuxième génération parce que toutes ces techniques très diverses et très variées de thérapie brève vont continuer à exister en parallèle de la recherche fondamentale sur la communication et l'invention de la réalité. Et par contre, dans les théories de deuxième génération, ce qu'on va voir, par exemple, c'est l'introduction d'éléments narratifs. Donc, Michael White, un chercheur australien, va par exemple développer une approche critique sur la manière dont le discours public construit les formes de gouvernement, les formes de pouvoir dans un pays. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, puisque au moment où j'enregistre ceci, hein, nous sommes en 2020, et en 2020, la crise du Covid va provoquer toute une série de discours et d'attitudes dans le domaine de l'État qui sont assez fascinantes à analyser de ce point de vue-là. Ça dépasse largement le cadre de ce cours, mais voilà, on pourrait aborder ça avec les techniques de Michael White. L'approche narrative va aussi avoir du coup un effet retour dans les méthodes thérapeutiques. Euh, Au-delà du texte, hein, on a des gens comme Jérôme Brunner, psychologue américain, qui va démontrer et rechercher l'importance du récit dans l'éducation et dans la manière dont nous construisons nos savoirs. Nous construisons notre propre univers par rapport au discours que nous avons sur cet univers et donc, par exemple, il va travailler sur l'idée que pour bien comprendre quelque chose, il faut l'expliquer. On vous a souvent dit ça quand vous faisiez vos études, on comprend mieux quand on explique. Même si on n'a pas tout à fait compris, le fait de l'expliquer va mettre des choses en place dans notre cerveau. Ben voilà, c'est une conséquence thérapeutique, hein, même si là on ne parle pas de maladie mentale, mais on parle de thérapeutique parce qu'on parle de bouleverser le fonctionnement mental de l'être humain, et donc l'approche basée sur le récit va mettre en lumière certaines manières d'organiser le réel pour nous et donc d'organiser nos connaissances. Par ailleurs, une autre branche des disciplines de la communication va progressivement apparaître, alors à partir des années 50 déjà, je vais vous en reparler en revenant largement en arrière, mais à la lumière des théories de la communication, et puis des théories de la nouvelle communication, puis des théories de deuxième génération, euh, on va plusieurs chercheurs vont avoir l'idée
d'appliquer tous ces concepts-là à des buts bien précis. Donc on va avoir des approches qui seront des approches liées aux médias, des approches sur la communication de masse. On va avoir des approches qui sont liées à une approche pragmatique, par exemple le marketing. Et donc on va parler alors de communication de masse, de technologie de l'information, etc. Ça fera l'objet de notre prochain chapitre. Mais par contre, tous les courants rattachés de près ou de loin à l'approche systémique et à la nouvelle communication et aux théories de deuxième génération, ça a été vraiment un âge d'or pour les théories de la communication et c'est une explosion des modèles théoriques. Je vous rappelle que depuis le début de ce troisième chapitre, je vous explique que les théories de la communication sont relativement neuves. Bien sûr, pour des jeunes gens de 20 ans, quand je vous dis qu'elles ont moins d'un siècle, ça vous paraît très vieux, mais par rapport à l'histoire de la science, qui a plusieurs millénaires derrière elle, c'est relativement jeune, et donc ce sont des avancées qui sont assez rapides par rapport aux avancées généralement constatées dans les domaines plus vastes des sciences. Voilà. S'il y a autant de courants, autant d'approches, autant de styles en communication, eh bien, on le doit probablement à tous ces grands noms que j'ai pu vous évoquer dans ce chapitre numéro 3.